Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous allons aujourd'hui explorer un monde plutôt difficile à comprendre pour beaucoup de gens ou peut-être plus inconnu. Donc, il s'agit du génie chimique. Et c'est une première aussi à Accès Innovation. Donc, notre invité travaille sur le développement de plastiques conducteurs et solubles dans l'eau dans le cadre de son doctorat. Donc, Catherine Beaumont, bienvenue au podcast. Merci. Yes. Donc, petite question d'introduction. Donc, peut-être pour nous amener directement dans le gras du sujet, là, si on peut dire. Donc, pourquoi est-ce que le domaine, comme j'ai mentionné au début, pourquoi est-ce que le domaine du génie chimique est peut-être un petit peu plus abstrait que les autres domaines, ou pourquoi est-ce qu'il est un petit peu plus difficile à comprendre, mettons, concrètement, c'est quoi qui est fait. En tout cas, moi, personnellement, c'est ça, c'est pas mon domaine. J'ai un petit peu plus de difficulté à le saisir, puis c'est peut-être juste que j'ai pas étudié là-dedans. C'est peut-être qu'il y a peut-être moins d'étudiants, j'ai aucune idée. J'ai l'impression que, maintenant que tu demandes à quelqu'un dans la rue, explique c'est quoi que ça fait un ingénieur électrique, ou explique c'est quoi que ça fait un ingénieur chimique, on dirait que ça va être plus facile à dire c'est quoi, mettons, électrique. Donc, est-ce que tu sais pourquoi c'est le cas? Ben moi, j'ai l'impression que c'est parce qu'on voit pas là, tout ce qui est atomes, molécules, c'est tellement petit qu'en fait, personne n'a aucune idée à quoi ça ressemble. Puis Mhm. oui, c'est pas un domaine qui est si populaire à l'université non plus, là. Ben moi, j'ai fait mon bac en chimie, puis je pense qu'on a gradué à peu près 35 étudiants Ok, à la ouais, fin du bac. c'est vrai, ouais, c'est quand même pas mal moins d'étudiants. Mettons, nous autres, à titre de comparaison en mécanique, je pense qu'on devait être au moins une centaine, mais au début, on était, mettons, on devait être 300 au début, là. Je pense qu'il y a eu un gros filtrage. Est-ce que vous aussi, ça commence à être beaucoup d'étudiants, puis ça se diminue? Non, je dirais peut-être comme 42 ou fait que c'est vraiment moins populaire aussi. Mais on voit qu'en même temps, les étudiants qui sont là-dedans ont une certaine vocation et sont très dédiés à ça. S'il y a moins justement de gens qui lâchent, on va dire, là, que dans d'autres domaines, là, ce qui est peut-être Ouais, un aspect ben intéressant. il y a des gens qui s'en servent aussi comme d'un tremplin, tu sais, pour accéder à d'autres bacs comme pharmacie ou médecine. Mhm. Moi, au début, j'allais là-dedans, je savais pas exactement pourquoi, mais c'est vraiment au fil des stages, quand j'ai commencé à travailler justement sur mon projet de maîtrise, mon projet de thèse, puis là, c'était vraiment passionnant. Puis, C'était mieux, ok. Ok, je comprends. Puis justement, peut-être pour nous aider, puis peut-être que toi-même tu savais pas quand tu es rentré là-dedans, vu que tu viens de dire que tu savais pas exactement pourquoi tu es allé là-dedans, mais maintenant que tu es dans ton doctorat, est-ce que tu serais capable de nous décrire, mettons en quelques phrases, c'est quoi que ça fait un ingénieur ou une ingénieure chimique? ok, mais moi, je suis pas ingénieure, là, j'ai vraiment fait mon Ah, bac en chimie. ok, Je fais excuse. mon doctorat en chimie, mais Mhm. c'est vraiment large tout ce qu'un chimiste peut faire. Fait que ça peut faire autant du contrôle de qualité que de la recherche. Puis ça prend des chimistes pour faire des certificats d'analyse. Je sais qu'il y a beaucoup de compagnies qui font analyser des échantillons environnementaux aussi. Fait que pour ça, il y a beaucoup de chimistes. Sinon, en recherche, ça touche, oui, les secteurs pharmaceutiques, mais il y a aussi beaucoup de recherche en matériaux là, pour développer des nouveaux matériaux pour vraiment beaucoup d'applications aussi qui se fait. Fait que c'est vraiment super large. Ok, de ce que je retiens de ça, c'est ça, ok, beaucoup d'analyses, beaucoup de genre d'études de l'environnement. Donc peut-être, ça se peut-tu en météo, y a-tu des chimistes en météo ou ça a-tu rapport avec ça ou c'est plus ça, c'est plus la lecture d'instruments qui est pas assez microscopique pour découler du chimique? Non, ça serait pas de la météo. C'est vraiment plus de s'assurer que, par exemple, un échantillon de sol, s'il y avait une pétrolière avant, un échantillon de sol n'est pas contaminé, puis on peut faire des nouvelles constructions. C'est plus environnemental dans ce sens-là que la météo. Ouais, ok, ouais, c'est ça, ok. Donc, peut-être un petit peu plus pointilleux. Puis, tu sais, toi, c'est ça qui est intéressant aussi avec ton projet, que là, on peut peut-être embarquer un petit peu plus dans le détail. Tu sais, c'est tellement une application qui me semble tellement large, mais quand même assez facile à comprendre. C'est pour ça, je suis très excité de pouvoir en parler au podcast et d'essayer de le comprendre un petit peu mieux. Mais, tu sais, on parle vraiment donc que pendant ton doctorat, dans le cadre de ton doctorat, tu as développé des plastiques que tu mentionnais, donc solubles dans l'eau. Moi, je pensais que c'était recyclable au début, puis c'est pas vraiment ça ou c'est pas rendu là, là. Pas Et encore. aussi, pas encore, ok, c'est ça. Fait qu'on voit, on voit qu'il y a une porte. La porte est un peu ouverte, là, je sais pas à quel point. Mais ils sont donc, premièrement, conducteurs et solubles dans l'eau. Fait que c'est ça qui est intéressant. Les plastiques, d'habitude, c'est pas vraiment conducteur, right? Non, c'est l'isolant. C'est isolant, ouais, c'est ça, c'est l'inverse. Donc, on va utiliser, tu sais, je sais que, mettons, bon, ben,
c'est peut-être des caoutchoucs. C'est ça qu'on utilise pour, tu sais, des fois pour isoler spécifiquement. Tu sais, mettons, j'essaie de penser à des applications. Je pourrais de penser straight off the bat dans ma tête à des applications dans ma job qui me demandent d'utiliser des matériaux isolants, mais c'est clair que ça existe. Tu sais, peut-être, on peut peut-être un exemple qui va nous amener plus concrètement des PCB. Tu sais, quand on fait des cartes électroniques, puis je sais qu'il y a une application reliée à ça, ben, j'imagine que le corps du PCB qui n'est pas conducteur, ben, il faut que ce soit isolant, justement, sinon, j'imagine que tu peux court-circuiter le PCB. Fait que, tu sais, vous autres, tu mentionnais que vous pouviez imprimer, dans le fond, des PCB. C'est ça, je comprenais. Puis là, je m'avance peut-être, mais est-ce que tu pourrais me décrire un peu comment ça se fait que en laboratoire, vous êtes capable, vous-même, tu sais, à l'Université Laval, de carrément imprimer ça? Ça me semble tellement... Dans ma tête, ça prend des machines énormes puis du développement insane pour faire ça, mais pourtant, vous êtes capable de le faire. Oui, ben, en fait, c'est que habituellement, pour tout ce qui est conducteur, on va utiliser des métaux, fait que ça peut être l'argent, l'or ou le cuivre. Puis ces métaux-là, c'est des particules, mais c'est pas soluble. Puis la particularité des plastiques qu'on fait, ben, mettons, on peut appeler ça aussi des polymères. Là, c'est comme un enchaînement de plusieurs molécules qui vont se répéter. Puis, fait que polymère plastique, là, ça se peut que je mélange les deux. Là, mais OK, OK. Mais c'est une bonne question que j'avais. Polymère, tous les plastiques sont des polymères, mais pas tous les polymères sont des plastiques, probablement. oui, 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 Ah ouais? je dirais que OK. c'est synonyme. OK. Sinon, OK. Ah, super bon. OK, je savais pas. OK. Ben, en fait, c'est que tu sais, des molécules organiques, c'est des molécules à base de carbone. Puis on est Mhm. capable de modifier leur structure. On peut rajouter différents groupements dessus. Ça va nous permettre d'aller chercher différentes solubilités. Fait que ça, c'est un avantage qu'on a par rapport aux métaux. Puis avec les différents groupements qu'on a, on peut les mettre en solution. Ça peut être dans l'eau, mais dans différents solvants aussi. Ça peut être le chloroforme ou plusieurs sortes, des alcools. Puis ça nous fait comme une encre qu'on est capable d'imprimer. Puis c'est des solvants qui sèchent quand même vite. Fait que ça nous permet de faire des. Moi, j'utilise l'impression par jet d'encre, mais il y a plusieurs autres techniques d'impression. OK, fait que c'est tout simplement d'imprimer. Fait que tu peux imprimer genre la trace du circuit. C'est un peu ça? Oui, oui, c'est OK. exactement ça. J'ai appris ça récemment que quand on imprime des circuits, c'est un peu cave que je savais pas ça, là, mais j'ai appris ça, là, mais tu sais, quand ils font des PCB, un petit PCB, mettons, qui fait peut-être quoi, une couple de millimètres d'épais, finalement, c'est plusieurs étages qui sont empilés une sur l'autre puis qui traversent d'un étage à l'autre. Dans ton cas, j'imagine que tu n'es pas rendu là à imprimer plusieurs étages, probablement que c'est un étage à la fois qui traverse pas Euh, ou ça peut. Non, mais on peut l'imprimer en couches. Par exemple, si on imprime un détecteur, on va imprimer une première couche d'électrodes. Puis à ce moment-là, en fait, maintenant, on est capable de faire des encres d'argent. Là. Fait que c'est des nanoparticules d'argent qu'on peut imprimer. Fait qu'on peut utiliser ça. Puis par-dessus ça, on peut imprimer plusieurs couches de notre polymère avec différents modèles. Puis on peut encapsuler ça à la fin, puis on a un détecteur. Puis c'est quand même mince. J'ai un panneau solaire, si tu veux, Ben que oui, je ouais, montre. Oui, ben ok. oui, c'est ça, tu m'avais mentionné. Fait que là, t'as des trucs que tu peux nous montrer. Fait que là, tu dis que c'est un panneau solaire. Oui, C'est-tu quelque chose que vous avez développé au laboratoire, dans le fond? oui, ben là, celui-là, il a été fabriqué par la compagnie Brilliant Matters, qui sont en fait des anciens étudiants de mon laboratoire de recherche, qui font des polymères semi-conducteurs et conducteurs. Donc, l'avantage, en fait, je ne sais pas si vous êtes familier là, avec les panneaux solaires en silicium, mais c'est super rigide, c'est vraiment gros. Là. Fait que OK. l'avantage, ça, c'est imprimé sur du plastique, fait que c'est flexible. OK. Ceci. Wow. Euh, Puis c'est semi-transparent. Fait qu'une des applications possibles, ça pourrait être par exemple pour les fenêtres des bâtiments. Ça permettrait de récupérer comme toute l'énergie. Puis il y a plusieurs couches là. Je sais pas si on voit bien, peut-être pas. Ben on voit qu'il y a comme différentes lanières là qui sont un peu bleues. Ça Mhm. serait le polymère. Puis il y a différentes électrodes aussi là au travers. Fait que dans le fond là-dedans, il y a plusieurs cellules solaires pour faire un gros panneau. Fait que en partant, je vais le mentionner, peut-être pour eux qui sont en audio seulement, ça ressemble comme à un gros napperon, on dirait. Un gros Ouais. napperon avec des bandes noires dedans, tu sais, puis il y a des bouts transparents et des bandes un petit peu moins transparentes, un peu plus noires. Fait que ça, tu te mentionnes, ça, c'est un napperon là, solaire, on va dire. Il a été développé par la compagnie, tu mentionnais Brilliant Matters. Donc ça, c'est pas exactement, c'est des étudiants du laboratoire qui ont démarré une entreprise. Dans le fond, tu m'en avais parlé un petit peu dans nos échanges. Oui, là, c'est une entreprise, oui. Fait que c'est une entreprise, OK. Fait que ceux-là, ils sont comme un peu partis, un petit peu en offshoot, ils ont comme branché ailleurs pour
travailler, dans le fond, sur une espèce de spécification de ce que vous développez, mais spécifiquement pour le solaire. C'est un peu ça, dans le fond. Ben, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une lacune au niveau des matériaux, des polymères qui étaient disponibles. Justement, c'est des matériaux qui peuvent coûter cher parce que présentement, c'est fait dans les laboratoires de recherche, fait que c'est fait vraiment à petite échelle. Fait qu'eux, ils se Mhm. sont rendus compte qu'il y avait une demande, puis ben, je pense qu'on va en parler plus tard, là, mais tout ce qui est électronique comme ça va vraiment en grosse croissance là, Mhm. ça peut être style les panneaux solaires comme ça pour vraiment une grosse panoplie d'applications. Fait qu'ils ont vu qu'il y avait un marché là, justement, puis qu'il allait avoir une demande prochainement pour ça. Ouais, OK. Fait que, tu sais, fait que dans le fond, c'est intéressant parce que tu mentionnes là, parce que ce que tu veux dire aussi par ça, de ce que je comprends, c'est que cette technologie-là, ce qu'ils ont fait, c'est des panneaux solaires, donc ils peuvent se faire en grande échelle plus facilement que des petits panneaux solaires. C'est un peu ça. Oui. Puis Puis, ouais, vas-y. ben en fait, le but, puis comme éventuellement, là, c'est d'être capable d'en faire vraiment à faible coût en utilisant des presses à journaux. C'est des imprimantes rouleau à rouleau, fait que ça peut imprimer plusieurs couches super rapidement, puis ça nous permettrait d'avoir des panneaux flexibles, puis le moins cher possible. OK, ouais, j'ai déjà vu ça une fois. Je pense que c'était pour une usine de papier ciré, là, fait que des gros rouleaux qui sont ultra larges, là, qui font genre plusieurs mètres de large, là, c'est ça, là. Puis là, c'est ultra bruyant, probablement, dans des usines comme ça, là. En tout cas, ça me dit quelque chose. Tout le monde avait des bouchons custom, là. Mais, OK, donc, fait qu'on vient vraiment parler, c'est ça, de quelque chose qui se produire au large. Puis c'est la même chose pour ce que toi, tu développes spécifiquement, c'est ça. Oui, c'est ça. Dans le fond, OK. moi, je suis comme présentement à plus petite échelle, mais on s'en va de plus en plus, on collabore pour aller imprimer ça nous aussi sur les grosses presses à journaux. Fait qu'à la base, à part le fait de faire le scale-up, est-ce qu'il y avait d'autres objectifs comme ça par rapport à votre projet? Tu sais, je sais pas si toi, tu as démarré de rien le projet, puis tu es comme parti avec ça, ou si c'était déjà commencé, puis que les objectifs étaient peut-être déjà établis, mais est-ce que tu connais un peu les objectifs du projet au départ? Oui, ben dans le fond, c'est ça. Moi, je suis comme à la base du projet un peu, puis c'est un réseau, c'est pan-canadien, fait que ça s'appelle le Green Electronics Network. Fait que le but, c'est de développer des nouveaux matériaux plus verts pour l'emballage intelligent. Fait que c'est vraiment ça qui est à la base du projet. Fait que c'est 19 chercheurs partout au Canada qui collaborent là, pour être capable de monter des différents détecteurs qui vont pouvoir mesurer autant les variations de température, d'humidité, puis même les vibrations, puis le pH. OK. L'emballage intelligent, tu nous en as parlé, tu m'en as parlé un petit peu dans nos échanges, mais peut-être pour les auditeurs qui savent pas vraiment c'est quoi. Ça consiste en quoi exactement l'emballage intelligent? Parce qu'on entend souvent le mot intelligent là, ces temps-ci, là, tu sais, tout est intelligent avec l'Internet of Things. Puis, tu sais, c'est un sujet que dans le podcast, on a parlé plusieurs fois. On a fait un épisode sur l'industrie 4.0, plus spécifiquement qui embarque vraiment dans l'application des choses intelligentes, entre parenthèses, dans le domaine manufacturier. Mais là, ce que tu parles, c'est par rapport à l'emballage. Fait que, tu sais, l'emballage, on s'imagine en ce moment, c'est genre des boîtes de carton qui sont pas très, très intelligentes, mettons. Que quand tu les ouvres, tu peux donner un coup de poing dedans. Là. Je faisais ça quand je travaillais avant dans service à la clientèle. Là, pour défaire des boîtes, tu donnes un gros coup de poing dedans, tu as défait au complet, puis ça va vraiment facilement. Mais là, j'imagine que ces boîtes-là, on va pas donner des coups de poing dedans là, s'il y a des capteurs et tout ça. Là. Fait que c'est quoi un peu? Ben, en fait, c'est l'emballage intelligent, c'est tous les emballages qui sont connectés, qui peuvent enregistrer des données. Fait qu'un emballage avec un code QR, je pense qu'on peut considérer ça comme un emballage intelligent. Mais nous, notre but, c'est de pouvoir, par exemple, surtout sur les produits congelés, pendant la COVID, il y avait un enjeu avec les vaccins, là, il fallait qu'ils soient gardés à moins 78, tout ce qui est les produits congelés à l'épicerie. C'est de s'assurer que ces produits-là ont été conservés à la bonne température tout au long de leur transport, leur stockage, puis que le consommateur il achète un produit de qualité. Puis si jamais il y a un problème aussi, ça va être plus facile de cibler à quel endroit il y a eu lieu pour régler le problème plus rapidement, puis s'assurer que les autres produits ne soient pas périmés. OK, OK, donc vraiment, c'est ça, OK, devrait assurer un suivi un peu plus étroit. Avant, ça, c'était fait donc un petit peu broche à foin. Ça veut dire on mettait des thermomètres, on avait un capteur qui était peut-être séparé de l'item, donc dans le camion, mettons. Là. Ouais, exactement. OK, c'est ça. OK, donc c'est ça l'emballage intelligent. Fait que c'est quoi un peu des exemples de capteurs que vous essayez d'intégrer avec ça? Bon, là, tu as parlé de température, tu as parlé de vibration. Puis ça, c'est intéressant parce que j'ai déjà eu à travailler avec des enjeux d'emballage dans mes emplois, puis des enjeux par rapport à livrer un produit qui finit intact. Puis pour faire ça, il faut que tu t'assures que les vibrations qu'il subit ne sont pas trop élevées ou du moins contrôler, amortir les vibrations.
Puis une partie de ça, c'est enregistrer les vibrations. Fait que des choses qu'on peut avoir dans l'industrie que moi je connais, que c'est peut-être plus mécanique, là, mais c'est des shock watch. Je sais pas si tu connais ça, là. C'est bon, c'est comme juste un collant là, que tu mets, puis il y en a pour différentes chocs. Fait que, mettons, ça va de, mettons, 20 G, puis ça peut aller jusqu'à 100 G d'accélération. Puis, fait que si, mettons, un 100 G, tu le mets sur une boîte, puis que la boîte subit une accélération de 100 G, ben, il y a un petit indicateur qui va donner rouge sur le collant. Fait que OK. c'est peut-être pas tant intelligent, mais je trouvais ça vraiment intéressant quand j'ai entendu parler de ça initialement. Fait que, OK, fait que toi, dans le fond, fait que, OK, vibration, c'est ça, température, c'est quoi un peu les autres capteurs que vous avez? Oui, ben en fait, ben moi je me concentre vraiment sur les capteurs de température, mais mettons plus qu'est-ce qui a été commercialisé là. Il y a un vignoble en France, ça s'appelle, je crois, le domaine Ponceau, qui utilise des capteurs de température pour leurs bouteilles de vin. Puis ils peuvent envoyer par exemple une notification aux consommateurs quand la bouteille de vin est à la meilleure température pour être consommée. OK, fait que Fait intégré, OK, dans la bouteille. Fait que là, elle est dans ton vignoble personnel, ben, vignoble, excuse, dans ton frigidaire personnel, puis là, quand elle est à bonne température, c'est là tout de suite que tu le vois, puis là, t'es comme, OK, c'est le bon moment. OK, Oui, c'est ça. wow. Puis sinon, d'un point de vue plus pharmaceutique, il y a aussi des emballages de médicaments que si, par exemple, ils sont ouverts, ça va envoyer un signal à la pharmacie, fait que ça permet d'assurer un meilleur suivi pour Mhm. tu sais, des patients qui ont des troubles de mémoire, puis que des fois, ils peuvent oublier de prendre leurs médicaments. Fait que c'est une application possible aussi là, de ces emballages-là. C'est vraiment intéressant. J'adore quand même où ça s'en va parce que, tu sais, juste dans mon quotidien, j'ai pas beaucoup de médicaments. J'en prends pas vraiment de médicaments encore, on va dire. C'est sûr, ça arrive à tous, là. Mais une affaire, des fois, qui m'énerve, c'est quand tu ouvres un plat, mettons, j'achète de l'ail déjà fait, puis là, tu ouvres le contenant, puis le seau, il reste pogné dans le capuchon. Puis là, t'es comme, ouais, c'était-tu, a-tu déjà été ouvert ou pas? Puis c'est embêtant. Fait que là, ça peut aider à régler ça. Mais là, on s'entend pour les médicaments, c'est vraiment plus important, là, que mon ail déjà coupé à l'épicerie. Fait que, OK, fait que là, on comprend un petit peu mieux le concept de l'emballage intelligent. Puis, juste peut-être, je peux peut-être faire une parenthèse sur les capteurs, parce que je trouve ça tellement fascinant, les capteurs. Il y a tellement de capteurs qui existent, comme tu mentionnes. Donc, par rapport, mettons, ben là, OK, as-tu été ouvert ou pas, la température, vibration. Puis, dans un autre épisode du podcast, je pense que c'est le 13, on parlait d'un projet d'oxygénation des turbines hydroélectriques. Puis, les capteurs, ça revenait souvent. Puis là, il m'expliquait, mettons, des capteurs de direction de courant, je pense. Puis, c'est tellement simple des capteurs. C'est ça qui est fou, c'est qu'on dirait que le fonctionnement de base, c'est toujours très simple des capteurs. Et puis, c'est utilisé dans notre vie partout. Puis, on s'imaginerait que c'est plus complexe que ça l'est réellement, là. Fait qu'est-ce que toi, ces capteurs-là, tu as eu à vraiment les développer ou c'était plus le matériau niveau chimique que tu faisais, puis c'était peut-être tes collègues là, qui faisaient le capteur? Ben, en fait, moi, le capteur, je travaille avec l'Institut national d'optique. Fait qu'eux, ils ont déjà comme un modèle de capteur développé. Mais le principe d'un détecteur de température, là, à la base, c'est que dans notre polymère, il y a des électrons qui circulent. Puis plus on va chauffer, plus ils vont pouvoir circuler facilement. Fait qu'on va pas mesurer la même résistance. Fait que le principe il est effectivement assez simple. OK, mais en même temps, c'est drôle parce que ça veut dire que ça s'applique avec l'aspect de conduction de votre matériau. Si le matériau ne serait pas conductible, ça veut dire que tu serais prêt à faire un capteur comme ça avec. Non, c'est ça, ça prend des matériaux conducteurs. Puis pour d'autres applications comme les cellules solaires, là, on va avoir plus des semi-conducteurs. OK. OK. Puis c'est quoi? Ben, pourrais-tu, pour je veux pas dire un abruti comme moi, mais pour un homme simple comme moi, c'est quoi la différence entre un conducteur et un semi-conducteur? Oui. Ben là, moi, c'est sûr que je parle en termes de molécules organiques, là, mais un Mhm. semi-conducteur, c'est qu'il va falloir appliquer un stimuli pour que l'électron il passe comme qui monte de niveau énergétique. Fait que la lumière du soleil, par exemple, ça va être correct pour exciter un électron. Puis à partir de là, on va pouvoir générer le courant. Puis un Mhm. matériau conducteur il va être conducteur comme de base. OK, c'est qu'il faut que faut que tu l'excites à la base pour qu'il puisse après ça conduire l'électricité. Donc c'est OK, fait que tu l'excites, fait que là ce que tu dis c'est que l'électron, il se déplace d'une couche, fait que là il devient conducteur dans le fond. C'est ça, Oui, ben je à résume partir ça? de là, ben en fait, c'est que ça génère des charges, puis ces charges-là sont collectées aux électrodes. OK, OK, c'est quand même OK. Fait que ça veut dire que un conducteur de base, il est passivement toujours conductible. Puis le semi-conducteur, c'est ça, faut que tu y appliques quelque chose pour un Ouais, courant, mettons, un un stimulus. stimuli. OK, fait que là, OK, bon. Fait que là, on peut peut-être continuer à avancer là-dedans. Puis en fait, je pourrais peut-être montrer l'image à l'écran, mais la raison pourquoi tu sais, je t'ai contacté puis j'ai trouvé ce projet-là,
c'était par rapport à une image que j'ai vue sur Instagram qui était, puis il y avait ton nom en bas, là, fait que j'ai googlé ton nom, puis je t'ai trouvé assez vite après ça, mais c'était ça ressemblait comme à un ciel étoilé, puis de ce que je comprends, c'était une image du matériau que tu développes. C'est comme tout noir avec des petits pixels blancs, là, mettons, là, c'est ça, je vais le mettre à l'écran pour, ceux qui regardent la vidéo. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu c'est quoi cette image-là, puis dans le fond, c'est quoi ce résultat-là exactement? Oui. Ben, en fait, moi, un polymère, là, une façon que je peux l'imaginer, je sais pas si tu sais, les banderoles là, comme de petits bonhommes qui se tiennent par la main là, en Ouais. papier. Ouais, OK, ouais, ben ouais, ouais. pour moi, ça serait comme une chaîne de polymères. OK. Puis ces chaînes-là, ils peuvent s'empiler puis faire comme des agrégats de chaînes. Fait que mon polymère, quand il est en solution, je peux l'obtenir sous sa forme solide en le mettant dans un mauvais solvant, un solvant qu'il n'aimera pas. Fait qu'il va vouloir s'agréger sur lui-même. Fait que là, il va faire des petits morceaux. Des Puis motons, ça, là. ouais, c'est Excuse. exactement ça. Puis c'est ça que je vais filtrer. Puis dépendamment de leur empilement, ils vont adopter comme des structures un peu cristallines. Puis c'est ça qui fait un peu le reflet brillant aussi sur les morceaux. OK, fait que ce qu'on voit de blanc, c'est ça, OK, c'est vraiment un petit reflet, là. C'est ça comme des genres de cristaux, finalement, là. Ouais. Ce qui m'intrigue, donc, alors, c'est comment... Puis là, c'est peut-être trop deep, puis on est peut-être pas obligé d'aller dans le détail si c'est trop... Si t'es pas capable nécessairement de l'expliquer, puis ça se peut très bien, parce que ça se peut que c'est trop compliqué, mais tu sais, pourquoi, d'abord, des fois, t'as de quoi de cristallin, puis d'autres fois, t'as quelque chose d'assez soluble pour mettre sur un encre, puis imprimer carrément. Ben, ça va dépendre beaucoup des groupements là, qu'on va mettre dessus. Fait que, par exemple, si on a des groupements qui vont être très, très volumineux, ben, ça va être plus difficile de faire des empilements. Fait que ça va aider, par exemple, à la solubilité. Puis, les longueurs des groupements qu'on va mettre dessus, ça va aussi changer là, beaucoup la solubilité. Fait que ce que j'aime en chimie, là, c'est qu'il y a quand même une bonne partie de créativité. Fait que tout ce qui est imaginer les molécules, comment faire pour les synthétiser, puis qu'est-ce qui serait bon, qu'est-ce qui serait moins bon, tout ça, c'est à penser avant de faire la synthèse, puis avant de pouvoir imprimer les capteurs. Ouais, c'est fascinant. Fait que comment tu fais? Tu pars où pour faire ça? Vous avez un tableau blanc, puis là, vous amusez à dessiner comme des pièces de casse-tête. Parce que j'ai pas fait mon cours de chimie organique, mais de ce qu'on m'a raconté, c'est ça, ça ressemble à des morceaux des genres d'hexagones ou des genres de formes qui se relient ensemble. Puis là, tu mets des genres de chaînes de carbone, je pense. Peut-être que je me trompe, là, mais tu relis les carbones ensemble pour faire des schémas. Fait que ça commence-tu par ça, puis là, t'essaies de matcher quelque chose pour que ça donne un résultat quelconque. C'est Ben, conceptuellement. en fait, je commence par ben, je fais toujours la recherche là, dans la littérature pour voir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, puis aussi qu'est-ce que je veux faire là, selon l'application que je vise. Puis à partir de ça, ben, moi, je le dessine sur une feuille blanche, mais ça peut être sur un tableau blanc. Mais je dessine, mettons, comme la molécule que je pense qui serait la meilleure, que ça a été faite ou jamais faite. Puis à partir de là, je reviens en arrière comme morceau par morceau jusqu'à ce que j'aille des morceaux que j'aille dans le laboratoire là, qui se vendent. Puis après ça, je pars dans le laboratoire, puis là, je refais jusqu'à ce que j'aille la molécule que je visais. OK, fait que tu dessines des morceaux qui sont souvent existants déjà dans ta conception, on peut dire. Puis là, après, tu essaies d'aller chercher le plus possible ce qui se vend déjà. Et puis par la suite, tu essaies de tout relier ça ensemble en faisant des solutions, probablement. Tu essaies de les mélanger avec du courant ou avec quelque chose qui brasse ou une source chauffante. Oui, ben c'est différentes méthodes de synthèse, là, justement, fait que souvent, ça peut être plusieurs étapes pour mettre un premier morceau, après ça, un deuxième morceau, avec différents réactifs, là. Ouais. OK. OK, ben c'est intéressant quand même le processus de conception. Ça veut dire qu'il change pas vraiment tu sais, d'un domaine à l'autre. Tu sais. Ça commence tout le temps avec un petit dessin sur une feuille, quasiment sur le coin d'une table, puis ça Ouais. finit avec, ça finit avec quelque chose de concret finalement. Fait que, tu sais, en particulier pour ce projet-là, ça veut dire que c'est-tu toi qui as commencé sur une table à dessin pour dire, OK, on veut un matériel qui puisse faire des capteurs pour de l'emballage intelligent, donc il faut que ça soit conducteur, il faut que ça soit soluble dans l'eau. Fait que là, avec ces critères-là, tu es parti puis tu as essayé de matcher les puzzles ensemble? Ben, j'ai eu de l'aide, là, comme de mon Ouais. professeur, de mes collègues. Mais le but, au départ, là, de l'emballage intelligent avec des plastiques, c'est que les métaux, présentement, on a beaucoup de difficultés à les recycler. Puis on augmente de plus en plus notre consommation d'appareils électroniques, fait que ça génère du e-waste. Puis si en plus on veut ajouter des capteurs sur tous nos emballages, ben, ça devient pas vraiment réaliste. Puis
ça serait vraiment dommageable pour l'environnement. Fait que c'est pour ça qu'on essaye de remplacer le plus possible ces métaux-là qu'on a de la difficulté à recycler par des matériaux qui sont soit recyclables ou dégradables. Fait que ça, c'est vraiment comme le premier objectif, le gros objectif là, du projet. Puis, à partir de là, euh, selon ce qui avait déjà été fait comme recherche dans le passé, on est capable de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux puis comment on peut l'améliorer. OK. Fait que, tu sais, OK, puis là, c'est peut-être... Tu sais, je comprends que là, à la base, OK, on a réussi à rendre ça soluble, conducteur, on est capable de le faire en laboratoire. Comment... C'est quoi un peu les étapes pour le fabriquer en laboratoire? C'est-tu bien compliqué? Est-ce que tu te verrais scale ça up, justement, qu'on parlait tantôt avec des rouleaux? Est-ce que, tu sais, en ce moment, c'est-tu faisable ou on est comme pas rendu là? Ben, on est en train de le faire, fait que c'est faisable, OK. mais c'est en fait le but, c'est que ça coûte le moins cher possible. Mhm. Fait que c'est dans des moments comme ça que les chimistes, les ingénieurs chimiques, ils vont vraiment le plus collaborer. C'est que les ingénieurs chimiques, ils vont avoir beaucoup d'expérience avec les procédés, tandis que nous, on va être plus avec la synthèse. Mais quand ça va être rendu à grande échelle pour tout ce qui est chauffage, purification, euh, souvent on va être moins familier là, avec ces systèmes-là. Fait que c'est là que les ingénieurs chimiques vont être vraiment essentiels là, pour le scale-up. OK, fait que le scale-up, la mise en production, c'est là, justement, c'est plus à des ingénieurs chimiques. C'est ça un peu la différence entre les deux domaines, on pourrait dire. Oui, 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 oui. Et puis toi, dans le fond, ça veut dire dans ton quotidien, ça veut dire que tu es dans un laboratoire avec un sarrau, puis des lunettes, puis je sais pas, c'est mon image d'un d'un Oui, chimiste. oui, ben c'est ça. C'est ça, ok, c'est carrément ça, ok. Ok, parce que des fois, on se dit, tu sais, c'est peut-être juste comme un stéréotype, là, entre Non, non, c'est pas parenthèses, un là. C'est stéréotype. vrai. Ok, c'est vrai. Tu sais, mais stéréotype a une connotation négative, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire, là. C'est juste une image, une préconception. Fait que, ok, fait que toi, t'es là dans ton laboratoire, as-tu des calculs à faire dans ton quotidien? Tu sais, quand tu travailles ça, t'essaies de synthétiser je veux dire, comment je pourrais appeler ça, ta solution ou je sais pas comment tu pourrais appeler Les ça, là, molécules. tes molécules, OK. Tes molécules, donc est-ce que tu calcules des affaires sur une calculatrice? As-tu besoin de faire de la stoichiométrie on the fly? Tu sais, je sais pas, c'est tellement loin de moi que j'ai aucune idée, tu sais, c'est par où que tu commences ou c'est plus, comme tu dis, plus créatif, plus essai-erreur, puis c'est OK, là, on met une petite goutte de ça à l'œil, tu sais, je pense que quelques millilitres, ça devrait y aller ou ça ressemble à Ben, quoi, tu sais? en fait, c'est que, tu sais, avant de faire de la recherche comme ça dans le laboratoire, tu sais, on a quand même 3 ans de bac. Ouais. Fait que, tu sais, on sait, dans une certaine réaction, si on mélange telle chose, ben, cet atome-là, il va réagir de cette façon-là, ça va donner tel genre de molécule. Fait Mhm. qu'à la base, tu sais, on a quand même une connaissance là, de ces mécanismes de réaction-là. Fait qu'on fait pas vraiment de calcul. On fait, oui, de la stoichiométrie, des règles de 3, mais OK. ça s'arrête là, des pourcentages. Mais c'est quand même des Mais calculs. Non, mais en tout oui, cas. mais pas plus compliqué que ça. OK. Fait que c'est surtout, je dirais, plus la réflexion sur les mécanismes, puis qu'est-ce qui va aller réagir avec quoi pour donner qu'est-ce qu'on veut. OK, ouais, les réflexes, c'est ça, naturel que tu acquéris dans le cadre de ton bac, maîtrise. Tu as probablement fait une maîtrise. C'est ça. Oui, Bon. Puis pour le fun, c'était sur ce même sujet-là? Tu oui, commences oui, à... oui, oui, c'est sur le même sujet. OK, OK, c'est intéressant de voir. Donc, OK, fait que ça fait vraiment longtemps. Fait que là, j'imagine que doit quand même il doit quand même achever ton doctorat. Je sais pas, Oui, ça va. Ouais. d'ici un an. D'ici un an. Fait que là, tu sais, tu vas, après avoir passé probablement, c'est quoi, 4 plus 2 ans de ta vie là-dessus, ça va être une, une grosse page à Ouais, à tourner. peu près. Est-ce qu'après ça, tu as l'intention de continuer à travailler dans ce domaine-là, puis travailler avec des entreprises? Peut-être que tu ne veux pas le divulguer non plus, puis c'est bien correct, là, mais tu sais-tu un peu ce que tu veux faire après? Oui, ben c'est sûr que j'aimerais ça continuer à travailler en recherche, là. J'aime vraiment beaucoup toute la liberté qu'il y a, puis la créativité qui est reliée à tout ça. Mhm. Fait que peut-être continuer pour un postdoc après quelque part d'autre dans le monde. Oh, Ça pourrait OK. m'intéresser. Oui. Un postdoc, OK, ouais. Fait que ça, c'est quand même du monde très brillant, probablement, qui font des postdocs. Puis en plus, ailleurs, tu sais, des professeurs, des fois, tu sais, souvent, quand tu leur parles, tu vois leur background, tu vois qu'ils ont fait justement une maîtrise à quelque part, après ça, le doc ailleurs, puis en tout cas, en tout cas, c'est fascinant. Ben, je t'encourage, bonne chance là-dedans Ouais. pour la suite. Mais c'est plus comme la passion que de l'intelligence, là, qui est comme OK. rendu là, tu sais, tout le monde est capable de le faire, mais il faut la volonté, je pense. Ouais, la motivation, puis la drive, là, probablement. Ouais. OK. OK. Fait que là,
peut-être. Fait que là, est-ce que tu regardes de nous comme nous summariser? Parce que j'ai regardé une petite vidéo que tu m'as envoyée, puis je vais le linker dans l'émission, dans la description. Tu m'as linké une petite vidéo un peu sur un résumé de ce projet-là, dans votre projet. Dans la vidéo, on voit la synthèse de cette encre-là, de ce matériau-là. Est-ce que tu serais capable de nous résumer un petit peu comment c'est fabriqué? C'est quoi les étapes? Oui, ben en fait, on commence par, mettons, qu'est-ce que je fais dans le laboratoire? Ouais, ouais, c'est quoi, tu sais? Puis peut-être c'est trop long, là. Puis si c'est trop long, on n'est pas obligé non plus d'en parler, là, mais... Quand je synthétise mes polymères, je les fais en 4 étapes. Fait qu'on part d'une molécule de base qui va être vraiment petite, puis de plus en plus, on va venir la grossir jusqu'à avoir la molécule finale qu'on veut. Puis c'est cette molécule-là qu'on va polymériser. Fait qu'on va pouvoir, on va la mettre on utilise la verrie là, de laboratoire, fait que dans un ballon par exemple. Puis on va rajouter un catalyseur à l'intérieur. Puis ça va faire comme une réaction en chaîne que toutes les molécules ils vont s'assembler ensemble. OK. C'est ça qui va venir faire nos chaînes de polymères. OK. Fait que tu mets les polymères dedans, puis tu mets un catalyseur, puis ça fait qu'ils viennent se relier vraiment ensemble, là. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'au début, on appelle ça un monomère, puis un polymère à la fin, puis qu'il y en OK, a plusieurs. ouais. OK, OK. Vu qu'il y a plusieurs monomères ensemble, c'est ça, c'est Ouais. poly. OK. OK. Fait que c'est juste ça, finalement? C'est simple de même? C'est ça Ben, que ça fait? ça prend du temps, là, quand Ouais. même. Ouais, OK, Mais je simplifie trop. en fait, c'est que pour chaque étape, souvent, c'est la synthèse, par exemple. C'est pas nécessairement long à synthétiser, mais c'est que après ça, il faut faire de la purification pour s'assurer d'avoir les molécules là, les plus propres possibles pour avoir des polymères de la meilleure qualité possible. Fait que c'est plus ça qui prend du temps que comme la synthèse en soi. OK, puis ça, dans le fond, fait que ça, on parle d'un processus d'à peu près combien de jours, tu sais, pour me donner une idée, tu sais, mettons pour un échantillon. Je sais pas c'est quoi les Euh, batchs que vous faites, mais ça peut être ouais. long. Ben, moi, je dirais, moi, je fais à peu près là, 200 milligrammes de polymère à la fois, fait que c'est vraiment à petite échelle, mais c'est quand même suffisant là, pour imprimer des capteurs. Mhm. Mais je dirais que en une semaine, c'est fait. OK, OK, wow, quand même, OK, ben, Mettons de A à Z. Là. ouais, de A à Z, puis là, tu dis la fin de ça qui prend beaucoup de temps, c'est justement le nettoyage, tu disais de ça pour vraiment l'utiliser, là. Ouais, OK. OK, ben merci de ça d'avoir expliqué. Puis tu sais, dans le fond, de ce qu'on s'est dit, c'est que tu as peut-être des images que je vais pouvoir mettre sur le vidéo. Là, fait que c'est pour ceux qui oui. écoutent la vidéo, ça pourra peut-être les aider à comprendre un peu de quoi il s'agit. Tu sais. Fait que ça, c'est vraiment parfait. Là, il y a un sujet que j'aimerais peut-être aborder maintenant qu'on a quand même couvert un peu la base, tu sais, du projet. C'est les microplastiques. Parce que ça, c'est une affaire qui fait peur à tout le monde, mais c'est parce que dans le fond, j'ai lu il y a un certain moment un post ça va être sur Facebook ou Instagram, puis là, ça disait que chaque personne ingère, attends, je veux juste être sûr de dire la bonne affaire, puis je sais même pas si c'est vrai ou pas, là, mais que chaque personne ingère une carte de crédit de microplastique à chaque semaine, juste en mangeant puis en buvant de l'eau. Est-ce que tu sais si votre projet, premièrement, c'est quoi des microplastiques, puis est-ce que tu considères que c'est un enjeu? OK. Ben oui, c'est un enjeu, là, c'est sûr. Un microplastique, je crois que par définition, c'est des particules qui vont être plus petites que 5 millimètres. Fait que ça peut être des particules qu'on va avaler sans s'en rendre compte. Fait que, par exemple, tout ce qui est, par exemple, les bouteilles d'eau, tu parlais des bouteilles d'eau, ben, quand on fait la réaction de polymérisation, il peut y avoir des morceaux qui vont être vraiment petits puis qui vont partir plus facilement dans l'eau. Fait que c'est ça surtout qu'on peut avaler là, avec, OK. euh, avec les bouteilles d'eau. Fait que, tu sais, on l'a directement de la source. Tu sais, c'est vrai, là, des microplastiques. Ça peut vraiment être quelque chose, c'est quelque chose qui existe vraiment. Est-ce que tu sais si tu sais, c'est-tu réellement dangereux, ça, tu sais? Parce des fois, on entend toutes sortes d'affaires sur Internet. Il y a du monde qui aime ça nous faire peur. Tu sais, est-ce que, tu sais, tu sais, I guess que c'est nouveau dans l'histoire de l'humanité qu'on ingère des microplastiques, probablement, mais peut-être que c'est tellement petit que c'est pas vraiment grave aussi, là, je sais pas. Honnêtement, ça, je pourrais pas répondre à cette question-là. Je sais pas à OK. quel point, je sais que c'est sûrement pas super bon, là. Ouais, clairement. Ouais, mais, sûrement pas, ouais. mais je sais pas à quel point c'est dommageable. OK. Puis donc, après ça, où je m'en allais avec ça, tu sais, justement, votre projet, tu sais, on parle c'est spécifiquement des plastiques, des polymères qui peuvent qui sont, voyons, j'ai de la misère, qui sont solubles dans l'eau, excusez-moi.
est-ce que ça peut causer des microplastiques ou est-ce que ça se défait en tellement petits morceaux que ça n'est pas considéré? Oui, ben en fait, ça se solubilise pas complètement. Fait que oui, il y a toujours des Mhm. petites particules de plastique. Fait que c'est sûr qu'il faut faire attention à la façon dont on les a, ben, dont on va les recycler. Mhm. L'avantage, c'est que nos polymères, c'est des matériaux à base de carbone. Fait OK. que contrairement aux métaux, en fait, on peut juste le brûler puis on va retrouver du carbone. Fait que c'est moins dommageable pour l'environnement de cette façon-là. Mais c'est sûr que là, si on les met dans l'eau, euh, c'est c'est problématique quand même. Donc, on peut solubiliser dans l'eau ou les brûler. C'est ça que tu dis. Donc, dans les deux cas, il y a peut-être des petits résidus. Ben, c'est sûr que solubiliser dans l'eau, je pense que c'est pas la meilleure solution, là. Ouais. L'avantage, en fait, qu'il soit soluble dans l'eau, c'est que on peut faire des encres vertes, là. L'eau, c'est un solvant qui coûte pas cher, qui pollue pas. Fait qu'on peut Mhm. imprimer des capteurs avec vraiment des faibles impacts environnementaux. Mais il faut faire attention à comment qu'on va en disposer après, ça, c'est certain. OK, parce que sinon, de l'encre, mettons un encre traditionnelle, c'est ça, c'est que c'est pas soluble dans l'eau, c'est ça? Non, c'est ça. C'est ça, OK. Fait que là, c'est ça le gain qu'on a. C'est que là, on fait un encre qui est soluble dans l'eau. Fait que c'est un gain par rapport à des encres traditionnelles déjà en partant. Oui, c'est ça. Le but, c'est vraiment de faire ça le plus vert possible. Ben oui, c'est ça, tu sais, c'est la nature du projet. Fait que c'est pour ça que c'est un projet qui est tellement fascinant. Puis dans le podcast, dans le passé, c'est ça qu'on se rend compte. Il y a beaucoup de projets, justement, de doctorat de maîtrise qui sont axés, qui ont l'air très techniques, puis qu'on penserait pas à ça, mais que finalement, on s'embarque dans le gras du sujet, puis on se rend compte que la base, la source, c'est d'être plus écologique. Je trouve que c'est vraiment une belle cause au final, là, tu sais. Fait que c'est vraiment fascinant de voir que c'est vraiment concret, puis qu'il y a vraiment des étapes pour rendre faire des circuits solubles dans l'eau, puis des circuits euh, vraiment plus verts, là. Fait que ça, c'est vraiment génial, je trouve. Puis, ben sûrement que ça va te faire plaisir à entendre, mais généralement, là, des molécules à base de carbone, ça provient du pétrole, qui n'est pas une source d'énergie Mhm. renouvelable. Ouais. Mais dans mon laboratoire, j'ai des collègues que eux, ils travaillent à faire les monomères à partir de monomères biosourcés, dont la vanilline pour la vanille. Fait que, en fait, ça provient de la lignine des arbres, fait que tous les déchets des pâtes et papiers qui sont capables de refaire ensuite en monomère. Puis là, à partir de là, ça fait des polymères qui sont faits de sources renouvelables. OK, donc à la place de prendre du pétrole, la source, c'est un genre d'extrait de vanille, dans le fond. C'est un peu ça. Ben, un peu, oui. Non, mais je vais pas dire ça, ouais, Ça- ouais, les extraits de vanille, on met ça dans les crêpes, là. Je veux dire, tu sais, ouais. mais ça sent aussi bon, ça sent bon. Ah, wow, nice, Ouais. tant mieux. Ça doit sentir mieux que le pétrole. J'imagine qu'en laboratoire, des fois, quand vous synthétisez, justement, vous devez mettre du pétrole. Fait que là, ça doit sentir fort, je sais pas, tu sais. Ben, en fait, nous, quand on achète les produits chimiques, c'est déjà comme quand le pétrole est utilisé, là, je ne sais pas exactement comment, mais il y a plusieurs molécules qui sont générées de là qui sont capables de séparer. Puis c'est ça qu'ils mettent en petits contenants puis qu'ils vendent. Fait que moi, j'achète pas du pétrole, là, j'achète comme une molécule que je sais c'est quoi, puis je OK. travaille à partir de ça. Mais on sait quand même que on veut faire des polymères verts, Ouais. mais que la source est pas renouvelable. Fait qu'il y a quand même du travail qui se fait pour que ces polymères-là deviennent renouvelables. Ouais, ben c'est ça, ouais, vous devez travailler avec tellement de produits, ça doit tellement être difficile au long terme, je trouve, de traquer tous ces produits chimiques-là, puis toutes les procédures de sécurité requises pour chacun de ces molécules, puis ces produits-là. Est-ce que tu as tout le temps ta petite feuille, tu sais, la petite feuille de SDS, je pense, ou je sais plus comment ça s'appelle là, à côté. Ben, ils sont jamais bien loin, puis on s'en sert surtout quand il y a des accidents, là, ce qui arrive le moins souvent possible. Mhm. Mais c'est de façon générale, on a étudié là-dedans, fait qu'on sait les familles de molécules qui sont dangereuses. On sait reconnaître aussi, sur chaque bouteille, il y a tu sais, les têtes de mort, les Ouais, flammes, puis tout ça, ouais. là. Fait qu'on sait les reconnaître, on sait quels produits qui sont dangereux, puis on sait de quelle façon travailler avec. Mais sinon, globalement, on va toujours appliquer des mesures de sécurité comme lunettes de protection, sarraux, gants, puis on travaille dans une hotte pour être Mhm. vraiment le plus sécuritaire possible. Ok, tant mieux, tant mieux. C'est quoi, toi, personnellement, as-tu déjà vécu des situations, justement, des accidents, tu sais, qui t'a comme fait réaliser, tu sais, des fois, quand on travaille, on se prend dans les aises, là, puis là, on arrête de faire attention, puis là, maintenant, il arrive de quoi, puis là, on se resserre un peu, puis on est comme, OK, là, faut que je fasse plus attention, tu sais, c'est déjà arrivé. Oui, ben dans la hotte de mon voisin, là, il y a déjà eu quelque chose qui a pris feu. Ça l'a fait comme un petit
pouces d'explosion, là. OK. Fait que oui, ça nous fait réaliser que on travaille à petite échelle sur des petites quantités. Fait que c'est pas c'est pas comme souvent, là, c'est pas dangereux, mais que dès qu'on commence à travailler avec plus gros, il faut vraiment porter attention là, à tous les détails pour être sûr que ça reste sécuritaire. Ah ouais, parce qu'après ça, quand tu transmets ça, mettons, en production, là, tu t'imagines que ces produits dangereux-là, justement, en grosse quantité, ça peut avoir des effets dévastateurs complètement, là. Ouais, ouais. J'ai juste quelques petites autres questions par rapport à ton projet. On approche quand même de la fin, veux pas. Euh, Par rapport justement à la finalité, tu nous as mentionné que toi, tu finissais dans à peu près 1 an. Y a-tu des choses par rapport à ce projet-là qui sont vraiment flagrants, qui sont comme pas finis, des gros enjeux, gros next steps? Peut-être il y a le recyclage qu'on a peut-être parlé, mais y a-tu d'autres choses, tu sais, qui font en sorte que c'est comme pas fini? Euh, Ben oui, parce que présentement, par exemple, je suis capable d'utiliser mes polymères dans un capteur de température fonctionnel. Mais le but, comme ultime là, de mon projet, c'est d'être capable de faire des électrodes transparentes. Fait que, par exemple, dans tous nos appareils électroniques, tout ce qui est écran tactile ou les écrans, tout ce qui affiche, Mhm. il va avoir une électrode. Puis en fait, quand on va, tu le sais sûrement plus que moi, mais quand on va appuyer, on va comme venir faire un contact, puis à ce moment-là, ça va pouvoir détecter la position là, du contact, et ça fait un écran tactile. Puis souvent, c'est de l'oxyde d'indiumétain ou de l'ITO qui est utilisé, qui est un autre matériau de plus en plus rare, qui coûte vraiment cher, qui est difficile à recycler. Fait que le but ultime, c'est d'être capable de faire des plastiques qui seraient à la fois conducteurs puis transparents. OK, donc c'est quoi, pour avoir un écran complètement transparent? C'est ça un peu l'objectif ou? Ben, en fait, c'est oui, là, le but, c'est d'avoir un écran transparent. La cellule solaire que je vous ai montrée au début, c'est comme semi-transparent. Là. Les polymères, ils vont être super colorés. Par exemple, ceux avec lesquels je travaille sont comme mauve-bleu. Il y en a qui vont être vert, rose. Mais si on pouvait les avoir transparents, ça permettrait d'ouvrir vraiment une plus grosse voie d'application pour tout ce qui est électronique flexible. De OK. plus en plus, on parle de téléphones pliables. Fait Mhm. que de pouvoir, les plastiques, c'est quand même assez flexible. Ouais. Fait que, puis l'ITO, généralement, ça n'a pas des super bonnes propriétés mécaniques là, pour la flexibilité. Fait que d'être capable de remplacer ça par des matériaux moins chers, plus faciles à utiliser, plus verts, ben, ça serait un avantage là, pour tout le monde. OK, wow, OK. Donc, transmettre vraiment ça. Donc, transmettre cette solution-là ou ce- cette chose-là plus transparent, ce serait dans vos objectifs prochains, ultérieurs. Oui. OK, OK. Puis sinon, j'ai une autre petite question. Tu sais, y a-tu des choses par rapport à ton projet que tu sais que c'est comme, tu sais, ça, tu sais, il y a tout en ça. Il y a tout en des, je veux pas dire des pièges, mais tu sais, quand on parle d'un projet, tu sais, des fois, on voit des articles vraiment clickbait là, sur Internet. Puis là, on se dit, OK, wow, ça, c'est vraiment fascinant. Ça va. Ils ont trouvé un remède au cancer. Là, tu sais, là tu l'ouvres, puis là, c'est comme non, ben, tu sais, ça cause des crises cardiaques, puis ça sera pas disponible avant 15 ans, puis on n'est vraiment pas rendu. Tu sais, y a-tu des bémols flagrants avec le développement de ça qui font que, tu sais, ça a l'air bien beau, mais ça l'est pas. Puis, tu sais, j'ai l'impression que non, en fait, parce que tu m'as dit qu'il y a déjà des entreprises qui ont été démarrées, puis qui ont déjà fait des belles cellules solaires. Tu m'as dit que c'est déjà scaled up finalement. Il y a déjà des productions de ça qui se font. Fait que j'ai l'impression que non, mais tu sais, toi, tu voyais-tu des bémols justement à ce projet-là? Ben, en fait, moi, un gros bémol que je vois, c'est que au début parce que là, on a comme nuancé un peu mon projet. En fait, le but, au début, c'est de pouvoir remplacer toutes les composantes d'un capteur. Parce que pour mesurer les variations de température, on utilise un thermistor, mais il y a aussi des électrodes qui sont utilisées avec les métaux. Fait que c'est des métaux qui conduisent vraiment beaucoup et qu'on n'est pas capable d'aller atteindre des conductivités aussi hautes avec nos plastiques. Hmm. Fait qu'on est capable de remplacer la partie thermistor, mais pas encore la partie électrode. Fait que présentement, on n'est pas capable de s'affranchir 100% des métaux. Fait que c'est sûr qu'on travaille là-dessus avec différents matériaux, le graphène, les nanotubes de carbone, mais c'est pas encore un objectif à atteindre. OK, donc, puis ça, juste pour peut-être m'aider à comprendre, donc la différence entre la partie thermistor, puis la partie électrode. L'électrode, c'est-tu vraiment un peu la sonde ou vraiment la partie qui vient capter la chaleur ou.
Ben, le thermistor, c'est ça qui va réagir aux variations de chaleur. Puis l'électrode, c'est ça qui va permettre le passage du courant. OK. OK. Finalement, en signal. Fait que c'est pour ça que tu dis, lui, il faut faut qu'il soit vraiment, vraiment conducteur, puis là, on est comme pas rendu avec ce qu'on a actuellement. C'est ça. OK. Mais je comprends, mais tu sais, c'est déjà incroyable. Tu sais, je trouve les jalons qui ont été atteints, mettons, dans le projet niveau, tu sais, niveau conduction, tu dis solubilité, tous les capteurs, l'emballage intelligent. Fait que, tu sais, merci de quand même parler des bémols, parce que des fois, c'est tough je trouve des fois, c'est tough quand on a un projet qu'on est fier, puis là, on se fait poser la question, y a-t-il des choses qui marchent pas? Tu sais? En tout cas, ben, merci de ton honnêteté par rapport à ça quand même. Euh, Puis finalement, peut-être qu'on peut juste finir avec ça. Comme je l'avais mentionné tantôt, je parlais par rapport au recyclage. Moi, je pensais au début que le projet, c'était d'avoir des matériaux conducteurs recyclables. Mais tu sais, là, on a mentionné plusieurs fois, c'est pas vraiment rendu là, c'est plus une autre étape qui va être franchie ultérieurement. Euh, mais si je comprends bien, dans le fond, c'est quoi qui resterait à accomplir pour rendre ça recyclable? Donc, ça serait de dire, on veut être capable de. Tu sais, là, c'est soluble. C'est quoi la différence entre quelque chose de soluble et recyclable? Pourquoi, mettons, une fois que c'est soluble, on serait pas capable de le reconstruire puis dans le fond, le recycler, entre parenthèses? Ben, en fait, c'est que quand il est soluble, c'est quand même un polymère. Fait qu'il peut être utilisé pour l'application qui a été synthétisée. Mais par exemple, pour faire les molécules biosourcées là, dont je parlais tout à l'heure, on part de la lignine des arbres. Puis la lignine, c'est un biopolymère qu'on est capable de dépolymériser en petites molécules. Fait que si on était capable de partir d'un polymère puis de le dépolymériser, on serait capable là, justement de le réutiliser pour d'autres applications. OK, OK. C'est que dans le fond, oui, il est soluble, mais c'est encore en polymère. C'est pas des monomères, finalement. C'est encore des. Exact, OK, on est prêt de le briser en assez petits morceaux. Euh, exact. Donc, j'imagine que ce projet-là, le focus, à la place de synthétiser quelque chose, va souvent plus être essayer de briser quelque chose en petits morceaux. Je sais pas si c'est une belle C'est ça. analogie. Parce qu'on est capable de dégrader un polymère juste en le brûlant, mais c'est un autre défi d'être capable de le défaire en morceaux utilisables quand même après. Ouais, c'est ça, ok. Ah, je comprends. Ok, ben c'est super. On voit que c'est ça, il reste quand même du travail, mais malgré ça, comme ça fait plusieurs fois que je mentionne, il y a déjà des beaux objectifs qui ont été atteints. Tu l'as entre tes mains, mais tu l'avais entre tes mains au début. Est-ce qu'il y a d'autres items que tu avais apportés pour montrer à la caméra ou c'était juste le fun? Non, non, j'avais vraiment juste mon panneau solaire. Ok, excellent. Excellent, le panneau solaire. Parfait. Bon, ben super. Fait que, ben, t'avais-tu d'autres choses que tu aimerais parler que tu n'avais pas eu la chance de mentionner par rapport à ton projet ou on a pas mal fait le tour? Non, je pense que ça a fait le tour. Je suis contente là, qu'on en ait parlé parce que ça peut sembler toujours un peu abstrait, mais je suis contente de pouvoir parler là, justement de quand on parle d'une molécule puis qu'à la fin on peut obtenir un produit tangible. Là. Je trouve que c'est ça qui fait un peu la beauté de mon projet de recherche, qu'on est capable d'aller chercher vraiment différentes sphères, autant de la chimie que de la physique, puis ça donne un produit utile à la fin. Là. Ben oui, c'est ça, tu sais, tu l'avais entre tes mains, tu sais, c'est ça qui est fascinant de voir, tu sais, il y a souvent beaucoup d'étudiants, justement, qui finissent pas avec quelque chose de concret entre leurs mains ou qui ont des protos vraiment très avancés, tandis que toi, c'est quelque chose qui a l'air d'être assez final ou assez fonctionnel, tu sais. Fait que ça, c'est vraiment, ça doit être vraiment malade, puis ça doit être une fierté énorme, là, tu sais, quand tu commences à dessiner les molécules, tu sais, il y a tellement une grosse échelle tu passes vraiment du micro au macro, là, tu commences à dessiner les molécules sur une feuille, puis après ça, tu transformes ça en quelque chose de tangible. Ça doit être assez. Je veux pas dire que ça doit être rare dans ce domaine-là, mais tu sais, ça doit être vraiment satisfaisant. Là, tu sais. Oui, mais tu sais, en même temps, j'ai pas fait ça toute seule. Là. Il y a vraiment Ouais. comme beaucoup de background en arrière. Puis les étudiants qui ont parti Brand Matters aussi, qui tu sais, contribuent vraiment beaucoup là, là-dedans, c'est eux qui ont fabriqué le panneau solaire. Fait que c'est vraiment aussi un travail d'équipe, là, de collaboration entre les chercheurs de partout, partout dans le monde pour réussir à développer des matériaux meilleurs pour l'environnement. Ouais, c'est ça. Puis peut-être juste rapidement, c'est un peu les. Tu me l'as mentionné tantôt que c'était une équipe de chercheurs internationale. Donc, c'est quoi un peu. C'est-tu tous des chimistes finalement? Ou c'est d'autres domaines? Pas du tout. Moi, récemment, j'ai pu aller à Vancouver. Là, j'ai fait un stage en génie électrique pour imprimer justement mes matériaux. Eux, ils ont développé eux-mêmes une imprimante qui mélangeait un peu de microfluidique avec leur génie électrique. Là. Je sais vraiment pas comment ils l'ont fait. Ok. Mais Ouais. fait que c'est ça. Fait que il y a des ingénieurs, mais il y a aussi plus des biologistes qui vont s'intéresser au cycle de vie des plastiques. Par exemple, c'est
quoi l'impact environnemental de partir de la molécule jusqu'à la fin du polymère en termes de coût énergétique. Fait que c'est vraiment une grosse OK. collaboration là, entre plusieurs domaines. Vraiment multidisciplinaire, là. Ouais. Excellent. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Catherine, encore une fois. C'était vraiment génial, vraiment une belle conversation. Puis, c'est vraiment tous les points qu'on avait à aborder, on en avait beaucoup, puis on a réussi à vraiment tout les vulgariser, je trouve, assez bien. Fait que merci. Ben, merci. Puis bravo aussi pour ton émission là, de pouvoir propager la belle recherche qui se fait chez nous. Merci beaucoup. Ben oui, merci beaucoup. Puis là, dans le fond, à l'avenir, quand les gens vont voir l'image, ils vont avoir. C'est sûr, elle le trouver. Là, ils vont avoir un podcast attaché à ça qui vont pouvoir mieux comprendre ce genre de ciel étoilé dans un ce qui ressemble à un pétri, finalement. Donc, excellent. Merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation aussi. Donc, pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.